Bonjour et bienvenue. On va se poser une question simple aujourd'hui. Et si notre obsession pour le chiffre sur la balance nous faisait passer à côté de l'essentiel, c'est-à-dire la santé? On va voir ensemble comment la discrimination liée au poids, ce qu'on appelle la grossophobie, est un vrai enjeu de santé publique. Et surtout, comment on peut y répondre de manière plus juste et plus efficace. Alors, pour y voir plus clair, voilà notre feuille de route. D'abord, on va définir ce qu'est la grossophobie. Ensuite, on va creuser pour comprendre ses racines, qu'elles soient culturelles ou médicales, et on verra même le rôle assez surprenant de notre système économique. Et puis, on explorera des solutions, une approche de santé globale, dite holistique, et un outil super puissant, la réflexivité éthique. Bon, commençons par le commencement. Avant toute chose, il faut poser les bases. C'est essentiel de bien définir le problème pour en mesurer toutes les conséquences. On ne parle pas juste de remarques déplacées ou de susceptibilité. Non, la grossophobie, c'est une vraie forme de discrimination, un système de préjugés qui a des conséquences très concrètes sur la santé, bien sûr, mais aussi sur l'accès à l'emploi et sur la vie sociale en général. Et c'est là qu'on touche à un paradoxe terrible. On pourrait croire que la stigmatisation motive les gens à changer, mais en fait c'est tout l'inverse. Ça crée de l'anxiété, de la dépression, ça démolit la motivation. Et pire encore, ça peut pousser les gens à fuir les médecins par peur du jugement, et donc à éviter les soins dont ils auraient besoin. Mais alors, d'où ça vient tout ça? Ces attitudes, elles ne sortent pas de nulle part. Elles sont en fait profondément ancrées dans notre culture et, ce qui est plus inquiétant, parfois même dans le milieu médical. Voilà l'idée reçue numéro 1, celle qu'on entend partout. Être en surpoids, ce serait juste une question de volonté. Il suffirait de faire un effort. Cette vision est non seulement simpliste, mais elle est surtout fausse. Elle ignore toute la complexité de la génétique, de l'environnement, du métabolisme, et elle fait peser une culpabilité énorme sur les individus. Et ce biais n'est pas juste une opinion personnelle, il s'infiltre dans tout le système de santé. Pourquoi? Parce que la formation des soignants sur les causes réelles de l'obésité est souvent insuffisante. Et puis, il y a la pression du temps, qui pousse à des recommandations rapides, centrées sur le poids, au lieu d'une prise en charge globale qui prendrait vraiment en compte toute la personne. Allez, maintenant, on prend un peu de hauteur. On va dézoomer pour regarder le tableau d'ensemble et voir comment de puissantes forces économiques alimentent ce phénomène. Cette citation, elle met le doigt sur un double discours assez fou. D'un côté, la société nous bombarde avec des standards de beauté souvent très minces qui sont totalement irréalistes. Et de l'autre, on est inondé de publicités pour des aliments ultra transformés qui rendent cet idéal quasi impossible à atteindre. C'est un sacré paradoxe. En fait, c'est un double jeu très bien rodé. Le système économique profite à la fois de l'insécurité corporelle qu'il nous vend et il fait d'énormes profits en vendant les aliments qui y contribuent. Et ce n'est pas tout, car ces intérêts économiques sont si puissants qu'ils arrivent même à influencer les politiques de santé publique. Ok, maintenant qu'on a bien analysé le problème, on fait quoi? Eh bien, il est temps d'explorer une autre voie, une alternative qui est à la fois plus efficace, plus juste et beaucoup plus humaine. Là, on voit bien deux visions qui s'affrontent. D'un côté, l'approche traditionnelle obsédée par la perte de poids et qui met tout sur le dos de l'individu. Et de l'autre, une approche holistique, beaucoup plus large, qui se concentre sur le bien-être général, sur des habitudes de vie qu'on peut tenir sur le long terme et qui reconnaît enfin l'impact de tout le système autour de nous. D'accord, c'est bien beau tout ça, mais comment on passe de la théorie à la pratique? Ce changement, il ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Il faut un outil, une sorte de clé pour déverrouiller cette nouvelle approche. Et cet outil, c'est la réflexivité éthique. Attention, ce n'est pas un concept abstrait sorti d'un livre de philo. C'est une démarche très active. C'est la capacité à prendre du recul sur ses propres croyances, ses propres préjugés, pour comprendre comment ils peuvent impacter les autres. C'est absolument fondamental, surtout pour les professionnels de santé, pour pouvoir offrir des soins vraiment bienveillants. Alors en pratique, comment on fait? C'est un processus en 3 étapes. 1. On questionne ses propres certitudes sur le poids. 2. On analyse ce qui motive vraiment une recommandation de santé. Est-ce le bien-être de la personne ou y a-t-il autre chose derrière? Et 3. On s'engage à promouvoir des soins qui acceptent et respectent tous les corps, dans leur diversité. C'est ça qui permet de passer du jugement inconscient à une pratique consciente et empathique. On termine avec cette question qui résume finalement toute notre réflexion. Et si on arrêtait de voir la santé comme un poids à gérer, une bataille permanente contre soi-même, et si on la voyait plutôt comme un état de bien-être à cultiver jour après jour? Repenser les choses de cette manière, c'est peut-être la première étape vers des soins plus justes, plus inclusifs et finalement plus humains.